Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Click and Chill. Alors vous connaissez le principe, on regarde des clips et on parle de musique. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je présente l'émission et c'est un immense honneur de recevoir un artiste pour lequel non seulement j'ai beaucoup de respect, mais de surcroît qui est une légende du rap français. Il sort son nouvel album, Neptune Terminus. Bienvenue dans Click and Chill avec Youssoupha. Salut Youssoupha. Salut, ça me fait plaisir de te voir. Plaisir immensément partagé. Oh, merci beaucoup mon gars. On est ensemble pour 1 heure, on va retracer ta carrière en clip, on va parler de ton nouvel album qui est incroyable. Mais en fait, moi je voulais commencer en te parlant de la fin du précédent. La fin de Polaroid Experience, il y a ce morceau qui est fou, Le jour où j'ai arrêté le rap. Et dedans, tu as cette phrase, tu dis « En vrai, faut pas le répéter, je suis pas juste en retrait, je suis presque retraité ». Depuis, tu as fait une tournée, il y a un nouvel album, déjà 2 clips, 5 freestyles mis en ligne. J'ai entendu dire qu'il y avait d'autres clips qui avançaient. Donc du coup, la retraite, ça se passe comment? C'est la retraite la plus ratée du monde, je crois. Et ça confirme la légende comme quoi faut pas croire les rappeurs. Non, en fait, c'est vrai que je suis en retrait par rapport au fait que je suis plus à Paris, j'habite plus à Paris, je suis plus dans le game comme avant et tout. Mais par contre, paradoxalement, en termes d'activité, le fait de pas être au cœur de l'enjeu en permanence m'a peut-être justement désinhibé et m'a donné un nouvel élan. Donc du coup, je traverse la période peut-être la plus productive de ma vie et de ma carrière. J'arrive à faire plein de freestyle, des collaborations, un album, un deuxième, un clip par-ci. Enfin, j'ai jamais été aussi productif et peut-être parce que justement, je m'étais entre guillemets désengagé de l'enjeu et du coup, je vis l'une des meilleures périodes. On sent un peu de lâcher prise, en fait, j'ai l'impression, dans ton précédent album et dans celui-là aussi. Ouais, il y a... Disons que depuis Polaroid Experience et du coup celui-là avec Neptune Terminus qui va au bout de cette dynamique-là, il y a un côté quand même... Enfin, sans être suffisant, pas j'ai prouvé ce que j'avais à prouver, mais j'ai atteint mes objectifs. Et tout ce que je suis en train de construire, c'est vraiment bonus, c'est vraiment la partie plaisir. J'ai été heureux en tant qu'artiste, j'ai été heureux en tant que producteur. J'ai atteint des certifications ou des hits ou des classiques que je pensais pas atteindre en tant que fan du rap, petit fan du rap français que j'étais. Donc du coup, là... Je suis heureux d'avoir encore du souffle et je me dis, waouh, ce second ou ce troisième souffle, du coup, je vais en profiter pour me faire plaisir et surtout que voilà, vu que j'ai déjà coché toutes les cases qu'il fallait, j'ai l'impression allez, la pression, elle est plus sur moi. Je me mets toujours l'exigence, mais plus la pression. L'exigence est toujours là, mais plus la pression. L'héritage est fait, en fait. Tu as déjà prouvé ce que tu avais à prouver, maintenant on se fait plaisir. Ouais, je suis au-delà de ça et c'est peut-être pour ça que je crois que peut-être même que je vais être encore meilleur qu'avant. C'est-à-dire que alors déjà, avec la pression, je fais des trucs pas mal, mais sans la pression, je peux faire encore mieux. Écoute, Youssoupha qui se fait plaisir sans la pression, ça donne ça. On se regarde le premier clip sorti, Astronaute. À chaque défaite, ils diront c'est ma faute. À chaque victoire, ils diront que je gruge. J'ai toujours refusé de juger les autres parce que je refuse que les autres me jugent. J'ai tellement rappé, désormais je grogne. Je veux le terrain, pas assis sur le banc. Les refrains disent souvent c'est Dieu qui donne. Ils oublient que c'est aussi Dieu qui reprend. Je rappe toujours avec canon sur la tempe. Et le combat continue. Demande au public s'il est prêt à jump. Neptune est le terminus. Youssoupha, il y a un thème qui traverse ce premier morceau, mais en fait, tout ton album, c'est le thème de l'espace. Ça se retrouve dans les métaphores que tu utilises, mais même dans les prods, il y a quelque chose de très électro-aérien, il y a même des accents un peu chiptunes. Pourquoi, finalement, d'où ça t'est venu? Pourquoi tu as eu envie de consacrer cet album à l'espace? Quand je fais un album, j'ai besoin de connaître le titre assez vite, comme ça me donne un cap, ça me donne une conceptualisation, et du coup, je le transmets aussi à ceux qui travaillent avec moi. Ça part des compositeurs, aux mixeurs, aux mastereurs, aux gens qui font les clips, et même à l'équipe de communication très vite, Neptune Terminus. Alors il y a cette métaphore, Neptune Terminus, c'est pas l'espace... alors oui, c'est l'espace, mais la métaphore de l'espace, je pensais surtout au rêve. Il y a cette maxime américaine qui dit « sky's the limit » pour ceux qui ont des grands rêves. Comme je dis souvent, les gens comme moi qui viennent de loin, moi je viens de Kinshasa et j'avais des grands rêves en France et au-delà encore, et je continue à en réaliser, et je me dis, ah ouais, la limite, Paris, c'était juste une escale, en fait, comme je dis dans un morceau. Et je peux encore aller plus loin. Et du coup, Neptune Terminus, c'est la planète la plus lointaine, on peut aller même jusque là-bas. Et du coup, quand je transmets ça,
ben, même mes compositeurs le ressentent et le remettent dans la musique de leur composition. Je pense à Trax et à Medellin qui ont composé l'album pour la plupart. Et puis, autour de ça, les graphistes qui travaillent avec moi, les réalisateurs qui travaillent avec moi, ça se ressent beaucoup. Mais c'est toujours recontextualisé par rapport à mon identité. Dans ce clip-là, ce qui est remarquable, c'est que genre, on met, c'est assez marrant, on met un astronaute et un concept de l'espace en Afrique. Si tu regardes bien dans la culture pop, l'espace et la science-fiction n'est jamais en Afrique. Au début, on voulait faire ce clip-là dans un quartier en France. Et j'ai dit non, en Afrique, le décalage sera encore plus grand, encore plus marquant. Et ça va mélanger justement les univers de la pop culture route et la pop culture de science-fiction. Et c'est ça qui donne ce clip qui est grave plébiscité. Je suis assez content du résultat. Dans ce morceau, il y a une punchline qui est hyper forte et que je crois beaucoup de monde a retenu. Tu dis que tu détestes les gens qui disent « j'aime pas le rap, mais bon, toi, je t'aime bien ». Pourquoi est-ce que ça t'agace? Qu'est-ce que tu entends quand les gens te disent ça? C'est comme un peu de tout. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je ressens dedans, c'est surtout le mépris pour ma culture. C'est comme le « j'aime pas les Noirs, mais toi, je t'aime bien » ou « j'aime pas les Juifs, mais toi, je t'aime bien » ou enfin, ce qu'on en retient, c'est surtout le mépris. Il y a un côté un peu... normalement, je dois mépriser des gens comme toi, mais je te donne une prime, toi, tu t'en sors, t'es le meilleur de cette crapule-là. Et voilà, et moi, en plus, par rapport à mon rap, comme on dit souvent, j'ai un rap plus écrit, on va dire ça comme ça, même si les formes d'écriture peuvent être très, très diverses. On dit souvent, ouais, mais toi, t'as vu, j'aime bien tes références et tout, donc d'habitude, j'écoute pas le rap, mais toi, je t'aime bien. Et on me le dit comme un mérite, ou à moi ou à d'autres. Mais non, quand on dit ça, on n'aime ni l'artiste, ni les rappeurs. Je préfère les gens qui m'aiment pas et qui n'aiment pas le rap, plutôt que cette espèce... Tu veux pas devenir l'alibi qu'on utilise pour en fait critiquer le rap. Exactement. Je me rappelle, il y a, je sais plus, 3-4 ans, on parlait, je crois, à Marion Maréchal Le Pen de ce qu'elle aime dans les cultures jeunes, on va dire ça. Elle t'a cité toi, je crois. Elle disait, ouais, mais tu sais, je peux écouter du rap, Youssoupha, j'aime beaucoup et tout. Je savais pas comment le prendre. Après, ça se trouve aussi. Après, je me dis, on va pas se mentir, cette jeune fille, elle est jeune, elle est pas fut-fut, mais elle est jeune. Et dans mon concert, des fois, je vois des gens qui ont son âge. Donc, elle a la trentaine et tout. Il y a des gens de 30 ans, donc peut-être c'est de sa génération. Mais amener comme ça, c'était quand même un peu risible quand même, tu vois. Donc, c'est ce que... Je suis très, très mal à l'aise avec ce fameux compliment de « j'aime pas le rap, mais toi, je t'aime bien ». Ouais, c'est un sale compliment qui cache... C'est un sale compliment qui révèle surtout du mépris plus qu'autre chose. Le morceau s'appelle « Astronaute ». Alors, tu parlais de cette métaphore de l'espace, quelque chose d'onirique. Est-ce qu'il y a une autre dimension? Est-ce que ça révèle aussi un peu toi, finalement? Est-ce que ça révèle quelque chose de ce que tu ressens et de ta position, peut-être au sein du rap game? C'est-à-dire à la fois très au-dessus et en même temps un peu en orbite. Celui qui est en orbite, c'est celui qui est au-dessus et puis qui est un peu à côté aussi. Cette remarque... Est-ce que tu as l'impression d'être un peu un ovni ou pas du tout? Cette remarque que tu me fais, t'es pas la première à me le faire. Mon entourage, à l'écoute de l'album et à l'écoute de ma communication depuis 1, 2, 3 ans, commençait déjà à me le dire. Là, avec les nouveaux clips qui arrivent et les premières écoutes qu'on fait, ça revient beaucoup. Alors, j'aurais pas la prétention de dire au-dessus, mais au moins ailleurs, ça c'est sûr. Et effectivement, ça me va bien aussi. Après, comme je l'ai dit, je suis ailleurs dans les envies, effectivement, et je le dis sans aucune condescendance. C'est-à-dire que j'écoute beaucoup de rap français, j'en apprécie beaucoup et tout. Et je fais partie quand même, mine de rien, de cette famille-là. Après, c'est vrai que les codes, je vais chercher des codes afro-américains, des fois qui n'intéressent pas toujours tout le monde. Mes références d'artistes ne sont pas toujours les mêmes que les autres. Pas que les miennes sont meilleures, c'est juste qu'elles sont différentes. Et puis comme je disais, physiquement, je suis plus tout le temps à Châtelet ou à Paris ou aux Champs-Élysées, etc. Je suis plus entre Abidjan et Kinshasa, donc ça me donne un prisme, même au quotidien, les gens que je côtoie, ma vie de famille, ma vie tout court, est différente. Même mon approche culturelle, ce que je vois, ce que j'écoute au quotidien. Donc, ouais, moi, je trouve que ça me ressemble bien. J'ai réussi à utiliser cette métaphore des films de science-fiction qui ont bercé mon adolescence et mon enfance dans les années 90 à ce concept d'être ailleurs. Et quand on me dit, ouais, Youssoupha, c'est un peu ailleurs dans le rap français, ça me va bien. Bah écoute, on va justement parler de ça en écoutant un extrait de ton précédent album.
Polaroid Experience, Ouais. le titre éponyme, et je crois qu'il résume bien ce que tu disais, c'est-à-dire le fait de faire du rap, mais faire ailleurs. Polaroid Experience. Inspiration lunaire parce que chez nous la foi est grande. Je suis devenu populaire, pourtant ma gueule est underground. On préfère rester simple, on a grandi avec peu. Cousine, tu sais qu'être humble, c'est déjà croire en Dieu. Nouvelle aventure, nique les rageux détracteurs. Mais qui sont ces créatures? Je ne crains que leur créateur. Je suis pas le fils d'un Touba, pas le fils de Zeus, pas le fils de Série Touba. Je suis le fils de Dieu. Mon continent est gravement atteint et je gamberge. Je vis parmi les diamants, mais je meurs dans la merde. Alors, Youssoupha, dans ce morceau, tu dis j'ai arrêté Paname, africaine, ma nouvelle ville. On en parlait juste avant, le fait que tu es ailleurs, y compris ailleurs géographiquement. Et dans Gospel, qui est un titre de ton nouvel album, tu dis que la France prie pour moi, plus je la quitte et plus je l'aime. Quelle place a la France dans ton cœur aujourd'hui et dans ta vie? Une place ambiguë, mais une place réelle quand même. Ça fait partie de ma vie. C'est-à-dire que souvent, par rapport à mes prises de position dans mes chansons, je dénonce la manière, la vie d'immigrants en France. Je l'ai dénoncée, je continuerai à la dénoncer parce que c'est une vie faite d'injustice et de frustration. C'est la vie des gens qui me ressemblent. Et même quand je suis plus ici, c'est quelque chose que j'évoque quand même. Et des fois, du coup, on me dit... il y a t'as un espèce de... on parle même pas de désamour, hein, on dirait que t'as du mépris ou de la haine contre la France. Et c'est pas vrai. Des fois, moi-même, je me suis posé la question, je me suis dit, pourtant, j'habite là et il y a des choses quand même qui me rattachent à ce pays et tout. Et tu sais quoi? Je vais peut-être te faire rire. Il y a un jour où j'ai su que finalement, j'étais français et que finalement, malgré le fait que le rapport est conflictuel avec ce pays, j'ai su que j'étais français. Tu sais, c'est quoi? C'est le jour du décès de Johnny. Quand Johnny Hallyday est décédé, j'étais triste. J'avais l'impression, et je le dis peut-être comme ça, sans détour et tout, ça paraît un peu dérisoire, un peu superflu comme anecdote, mais j'avais l'impression que Johnny Hallyday, j'aime ses chansons et tout ça, voilà, c'est un monsieur qu'on voit à la télé et tout, mais j'avais l'impression que je m'en foutais un peu, quoi. Enfin, c'est pas comme si j'avais sa collection de disques et tout. Mais la France en deuil pour Johnny, et j'ai l'impression que c'était aussi une partie de moi aussi, de ma vie en France et tout. Je me suis dit, finalement, c'est con, parce qu'à la limite, je suis supporter de l'équipe de France, on va dire, ça c'est facile et tout. Je peux me projeter parce qu'il y a des joueurs dans l'équipe de France qui me ressemblent, parce qu'il y a Steph Mandanda, il y a Kim Pembe, etc. Mais Johnny Hallyday, c'est pas la vie qui est la mienne, mais pourtant c'est une histoire de France, c'est une histoire récente de la pop culture française. Et je suis attaché, donc du coup, c'est un rapport qui est conflictuel, mais il y a quand même un rapport d'attachement quand même. Je suis rattaché à la France. Moi, j'ai toujours dit, j'ai pris du recul et je suis reparti vivre sur le continent africain parce qu'à ce moment-là, moi et ma femme, on en avait besoin, même pour nos enfants. On est nés là-bas et on voulait s'épanouir d'une manière différente. Et les codes d'ici et les valeurs d'ici, dans cette séquence-là, ne nous conviennent plus. Mais c'est pas de la condescendance. Je suis pas en mode... Je suis pas dans une dynamique, la France c'est de la merde et là où je suis c'est bien. Et non, c'est pas aussi manichéen que ça, c'est beaucoup plus nuancé parce que finalement je travaille toujours ici. Mes albums, je suis un rappeur français quand je vais quelque part. Est-ce que tu fais encore du rap français? Parce que longtemps, un de tes gimmicks, c'est drôle, un de tes gimmicks ça a longtemps été, t'avais jamais entendu de rap français? C'est presque de la psychanalyse que ta question, c'est presque de la psychanalyse parce que il y a pas longtemps je me suis dit Youss, tu le dis plus ça. Et j'arrive plus à le dire, justement, exactement pour les raisons que tu viens de dire. C'est-à-dire que t'as mis le doigt dessus, c'est-à-dire que je me disais... Des fois, je me dis, alors je suis un enfant du rap français, mais est-ce que je représente encore le rap français? Des fois, j'en doute, j'ai pas la réponse. Ça se trouve oui, ça se trouve non. Je suis un enfant du rap français, ça, on pourra jamais me le retirer. Et je suis un bousier, en tout cas, je suis encore dans le francophone, vu que je rappe en français. Mais effectivement... mes références dans Astronaute qu'on a vu tout à l'heure, ou les endroits, des fois j'en doute, mais je suis toujours rattaché. C'est toujours ma famille, on va dire. Oh, t'es relou, t'es psychanalyste. Oh, t'es relou. Non, je sais pas. Tu sais quoi, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, là, ce que tu dis, mais en fait, tu dis quelque chose de fort et qui va parler, je pense, à beaucoup de gens qui nous regardent, c'est que les identités, au fond, elles sont plurielles et mixtes et métissées. Et beaucoup plus nuancées qu'on aime bien sûr, le dire. C'est-à-dire que on peut être à la fois africain, français, se sentir appartenir à plusieurs cultures. Je vais pas te mentir, c'est ça... Par exemple, les choses qui m'ont mis mal à l'aise dans ma vie en France, c'est par exemple ça. C'est-à-dire que moi, par exemple,
le grand concept, je vais dire ça peut-être de manière caricaturale en reprenant une expression de Soprano, le grand concept de la cosmopolitanie, moi, je l'ai connu en France. Et je suis plutôt heureux de connaître ça. C'est-à-dire que moi, je suis né à Kinshasa et j'ai grandi là-bas. Mais la première fois que je rencontre un Algérien, c'est en France. La première fois que je rencontre un Portugais, c'est en France. La première fois que je rencontre la communauté juive, c'est en France. La première fois que je rencontre des gens des pays de l'Est, c'est en France. Des Antillais, c'est en France. Même des Camerounais, enfin, même certains peuples, certaines communautés africaines, j'ai été rencontré en France. Et du coup, c'est le pays qui m'a fait découvrir la pluralité et renie cette pluralité. Donc du coup, on est dans une espèce comment on appelle ça, le doublement de schizophrénie, avec lesquels j'ai pas été à l'aise. C'est-à-dire que moi, j'ai aimé connaître, en savoir plus sur les Portugais, sur les Colombiens, sur les Italiens que je croisais dans ce pays. Et j'ai l'impression que les gens m'enrichissaient et que je les enrichissais. Et du coup, quand on veut gommer ces identités-là et qu'on veut faire des cases d'identité nationale, pour reprendre une expression qui est restée, une expression qui était un projet, ça me rend quand même triste. Ça me rend quand même triste parce que ça me fait reculer dans l'une des choses que j'ai préférées ici, c'est-à-dire ce mélange et cette alimentation des cultures les unes avec les autres. Finalement, le principe républicain, tel qu'il est communiqué, des fois, le renie. Et ça me rend vraiment triste. Il y a une punchline dans Polaroid Experience qui, moi, m'a marqué à l'époque. Enfin, pour moi, c'est une phrase qui est hyper forte. Tu dis les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Ouais. Et dans ton nouvel album, dans Mon Roi, tu dis si tu peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses avec grandeur. Ouais. Et ça m'a marqué que tu utilises cette valeur qui revient souvent dans tes textes, la grandeur, là où d'autres rappeurs, et pas que des rappeurs d'ailleurs, et là où beaucoup d'autres personnes parleraient plutôt de réussite. Ouais. Pourquoi c'est important pour toi la grandeur? Qu'est-ce qu'elle représente, cette valeur? Déjà, ce mot. En plus, tu touches à chaque fois juste, hein, t'es très chiant. Parce que c'est un mot que je sais que dans un tatouage prochain, c'est un mot que je veux mettre parce que, effectivement, la grandeur, c'est pas la réussite par l'argent, le matériel ou la place ou le pouvoir. Je respecte tous ces accès, mais pour moi, c'est des moyens, c'est des chemins. L'objectif, c'est la grandeur. Je reprends ça d'une expression de Patrice Lumumba à qui le président Kasavubu disait, au moment des indépendances, perdu dans la manière dont il fallait gérer ce grand pays qui était le Congo, Kasavubu disait « Ah, mais on ne pourra pas gérer ce pays, il est trop grand ». Et Lumumba lui répondait « Le Congo est grand, il attend de nous de la grandeur ». En fait, c'est ça. C'est-à-dire que être à la hauteur des enjeux. Voilà, être à la hauteur des enjeux. Être au rendez-vous des événements, être à la hauteur de son environnement. C'est-à-dire que des fois, il y a les challenges, il y a les épreuves, il y a ce à quoi on est confronté, et ça nous rend meilleurs. Trouver le moyen dans l'épreuve ou dans la confrontation, le meilleur moyen d'être la meilleure version de soi-même. C'est par là que passe la grandeur. Et j'aime ce truc-là. Et j'ai encore plus de respect, alors peut-être que c'est une subjectivité qui vient de mon parcours personnel. J'ai un énorme respect et une fascination même pour les gens qui viennent de loin. Tu vois, le fameux, ceux qui sont loin de chez eux, ceux qui sont partis de loin pour aller encore plus loin. Ça rejoint tout ce dont on parle, Neptune Terminus et tout ça. Là, mais du coup, ouais, le parcours des immigrés me fascine, le parcours de ceux qui sont partis de tout en bas me fascine. Je respecte toutes les réussites, mais ceux qui sont devenus grands alors qu'on les prétendait petits, je trouve que ça a vraiment du panache. Aujourd'hui, Youssoupha, t'es père. Ouais. T'es 2 fois père. Ouais. Et quand on est papa comme toi, comment on fait pour faire en sorte que ses enfants deviennent plus grands que soi? Déjà, j'apprends à être père. Avant, je pensais que c'était un mode d'emploi standard, comme un meuble Ikea. C'est-à-dire que voilà, on est père. Et en fait, je me suis rendu compte qu'autour de moi, s'il y a 300 pères, il y a 300 manières différentes d'être père. Donc du coup, j'apprends tous les jours. Et je les apprends, j'essaie d'apprendre à mes enfants. En tout cas, la petite, elle est encore petite, mais elle n'a pas besoin de moi. Elle est très Imani, et ça y est, elle touche les étoiles, elle, déjà. Mais ce que je dis un peu dans Mon Roi, faut pas qu'ils essaient d'être parfaits. J'attends pas d'eux qu'ils soient parfaits. Je veux surtout pas qu'ils soient parfaits. Je veux qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes. Je veux qu'ils soient heureux. Mais forcément, quand on est heureux, quand on touche le bonheur, en tout cas quand on s'en approche, on est dans un état de grâce qui nous rapproche de la meilleure version de nous-mêmes. Et moi, c'est ça. C'est-à-dire que je veux que mon enfant soit brillant à l'école, mais brillant pour lui. Je veux qu'il soit brillant dans ses interactions avec ses amis, mais brillant pour lui. Je veux qu'il soit brillant
avec sa famille, mais brillant pour lui. Pas brillant par rapport à avoir des notes, brillant par rapport au fait qu'il ait l'impression de s'accomplir, qu'il trouve sa place. Malik, c'est pas Youssoupha. Youssoupha, c'est pas son papa. Mon papa, à moi, il était chanteur, un très grand chanteur. Et même si j'ai pas grandi avec lui, quand j'ai commencé à être un peu connu, on me comparait à lui. Sauf que lui, c'est une icône énorme. Et ça m'a complexé. Pendant longtemps, ça m'a complexé. Je me suis dit, quand j'allais dans un pays d'Afrique, on me disait, vous êtes le fils du grand seigneur Taboulaye Rochereau et tout. Et tu le dis dans Polaroid d'expérience, d'ailleurs. Ouais. Maintenant, pour parler de Taboulaye, on dit le père de Youssoupha. Voilà, exactement. Et là, c'était un peu mon pied de nez pour dire, allez, ça, je l'ai réglé, ça. Parce qu'effectivement, je ne le disais pas à l'époque, mais je voulais surtout pas qu'on nous compare, je voulais surtout pas qu'on me fasse approcher de lui parce que son ombre était trop grande. Et je veux pas que mon ombre soit sur celle de mon fils. C'est pour ça, d'ailleurs, que sur la couve de l'album, c'est lui qui prend la place. Parce qu'en fait, le futur, c'est lui. Hein. Le futur, c'est lui. On continue, non pas de parler du futur, mais de remonter le passé, avec un extrait de ton album d'avant, c'était Négritude. Le morceau que j'ai choisi, c'est Entourage. Je suis paro comme un stup, sur le déclin, selon l'humeur, j'écris des vers à moitié vides ou à moitié plein. Plein d'ironie, mes contradictions deviennent des impasses. Moi je suis un genre d'alcoolique avec une licence 4. Je suis une puissance calme, ne porte pas de gun. Silencieux sont les batailles, alors fermez vos gueules. Vous n'êtes pas seul, n'ayez pas peur, on tolère tous les genres. Je fais pas du rap pour les rappeurs, je fais du rap pour les gens. Youssoupha, en regardant ce morceau, je te disais que moi c'est un de mes morceaux préférés parmi tous ceux que tu as fait, mais toi aussi apparemment. Moi, je pense que... Après, c'est subjectif, forcément. J'ai beaucoup de recul sur mes morceaux, mais pour moi, c'est mon meilleur morceau, Entourage. Ah ouais? Ah ouais. Moi, j'avais pas vu le clip depuis longtemps, et c'est marrant parce qu'il y a que Black et NASA derrière, que je venais de signer à l'époque, parce que, on commençait à agrandir le label Bomaye Music, et je me rappelais plus qu'ils étaient dans le clip, c'est trop marrant. Et je viens de voir que dans le clip aussi, il y a Feu, DJ Arafat, qui nous a quittés il y a maintenant 1 an. Il y a du beau monde, il y a des mecs de l'entourage. C'est une belle époque. Et je vois que, je sais pas, on est en 2015. Et j'avais un feat avec Ken Brice. Ouais. En hommage à Eric Garner à l'époque. Exactement. Un homme de 44 ans qui était mort étouffé par des policiers à New York. Exactement. Et je me rappelle. Et en fait, c'est devenu le cri de ralliement. En hommage à George Floyd, I Can Breathe, la même phrase. Et pour être honnête, il n'y a pas longtemps, quand il y a eu justement le drame avec George Floyd, je voyais des gens qui me tweetaient Youssoupha était visionnaire, il avait mis I Can Breathe il y a 5 ans et je ne comprenais pas le rapport et j'avais jamais revu le clip d'Entourage. Et en fait, effectivement, il y avait l'affaire Garner qui était déjà... Donc du coup, c'était... En fait, c'est un combat, pas seulement le mien, mais d'avant-garde, avant-garde. Non, mais... Je suis ému de le voir celui-là. Je suis très content celui-là. On en est toujours au même point. I Can Breathe, ce cri de ralliement à 5 ans d'écart. Toi, tu es très engagé dans la lutte contre les violences policières. Encore dans ton dernier album, dans Gospel, tu parles d'Adama Traoré étouffé jusqu'à ce qu'il crève. Qu'est-ce que tu penses de tout ça aujourd'hui ? Quel regard tu portes ? Est-ce que tu as l'impression qu'on évolue enfin un peu dans le bon sens ? Ou pas du tout ? En tout cas, le débat et la thématique sont posés plus que jamais. C'est pas réglé, loin de là, parce que mine de rien, oui, les réseaux sociaux commencent à se mobiliser autour de ces questions-là, etc. Mais les réseaux sociaux ne font pas les lois, ils ne font pas les décisions de justice, et c'est à la justice, à un moment, d'avoir des actes et des décisions qui vont avoir des conséquences sur la vraie vie des gens. Parce que effectivement, moi, je suis très proche de la famille d'Adama Traoré et du comité Adama. J'avais organisé il y a 3-4 ans un concert à La Cigale qui s'appelait Justice pour Adama et tout. C'était il y a 3-4 ans. Et du coup, je suis ça. Alors, il y a des gens qui... Moi, je suis un relais, mais il y a des gens, notamment du comité, qui sont impliqués dans ça tous les jours. Mais à ça dont je suis proche, quand je vois, par exemple, comment on en parle parfois dans les médias, on dirait qu'elle avait choisi cette vie-là. C'est une jeune fille qui a un travail normal, qui travaille avec des personnes âgées, etc., qui n'a absolument pas choisi ce destin-là. C'est les circonstances qui lui fait vivre ce truc-là. Nous, en fait, quand on réclame, par exemple, justice pour Adama Traoré, on sait que Adama Traoré, finalement, on ne pourra pas le ramener. C'est triste, mais c'est la vérité. On se bat pour quoi ? On se bat pour que ça ne se reproduise pas. On se bat pour que ça nous serve de leçon. On se bat pour dire, voilà, là, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, qu'on peut faire mieux. Et qu'il n'est pas question que des mamans et des papas se voient dans une vie
parce qu'ils habitent un quartier ou parce qu'ils sont d'une origine ou alors d'une couleur de peau, qui fait que leur enfant, face à l'autorité, face à l'administration, a plus de chances d'être blessé ou humilié ou tout simplement tué. Moi, je suis arrivé en France, j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 40. Quand je suis arrivé en France à l'époque, quelques mois, allez, 1 ou 2 ans avant, il y avait l'affaire Malik Oussekine. J'arrive dans ça, c'est qui Malik Oussekine? Pourquoi on en parle comme ça et tout ça là. Donc déjà, il y avait des agressions de policiers sur des jeunes étrangers. Et aujourd'hui, entre-temps, j'ai fait 5, 6 albums, j'ai fait 2 Zénith, j'ai fait 4 Olympias, j'ai eu 2 enfants. On en est encore à Adama Traoré. Et quand le débat se pose, on a l'impression encore de quémander pas un droit meilleur, parce qu'en fait, ce que réclament les gens des quartiers, parce que mine de rien, c'est eux qui sont le plus exposés à ces questions de violence policière, pour être clair dans tout ça, c'est juste être traité au même niveau que le reste de la population. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, dans un délire plus bête ou absurde, je sais pas, je vois comment il y a de l'empathie pour Nicolas Sarkozy de la classe politique quand il est condamné, etc. et tout ça, là. Pourtant, c'est quelqu'un qui était en place et tout. Je sais pas, du coup, si on peut avoir de l'empathie pour un mec cinquantenaire qui avait des responsabilités, on peut en avoir pour quelqu'un qui était mineur ou qui était autour de la vingtaine et qui était en situation de précarité. Juste la normalité. On ne demande pas un surdroit. Et au fait que Adama Traoré a disparu, d'autres ont disparu. Je pense à Lamine Dieng, je pense à beaucoup de gens, à Bouna Ezied, etc. C'est juste pour que ça ne se reproduise pas. Ça serait extrêmement triste qu'à un moment, mon fils, au moment où il sera en âge d'avoir des enfants et qu'il vienne revivre en France, on reparle encore de ces problèmes de violences policières qui sont une réalité. Les violences policières sont une réalité. Le nier, c'est reculer dans notre souci de réparer quelque chose. Une fois déjà, il faut le reconnaître, il faut le réparer, il faut s'améliorer. Moi, j'y crois. Mais il faut bien que ça commence par reconnaître ça. Tu parlais, là, dans tes propos, tu parles de la mort, de la fin de vie. C'est d'ailleurs des thèmes qu'on retrouve chez toi. Tu leur as consacré un morceau. Et c'est aussi quelque chose que tu abordes. Alors, tu l'abordes peut-être un peu plus de manière métaphorique, mais ouais. Dans un morceau de ton album précédent, Noir Désir, qui, moi, je crois, c'est mon morceau préféré dans toute ta discographie, c'est Espérance de vie. Et je te propose qu'on écoute ça. Ils osent tous dire que le ghetto s'écoule des mains. Les mondes poussent pendant que les métaux s'écroulent. Et moi, je vois leur sourire tout jaune. La rue nous tue, certains la traitent comme une mère. Alors je l'appelle Véronique Courgeot. Pour toutes les zones, loin du pays des merveilles. Si ce pays est beau, va dire ça aux gens de Montfermeil. Je m'éveille, rêve de plage pour les petits refs, pas d'une terre infâme. Car faut pas croire qu'on fait du surf sur un terrain vague. Youss, ce morceau, il est incroyable. Il s'appelle Espérance de vie, mais c'est presque une leçon de vie. Et tu l'ouvres comme ça avec cette phrase. Tu dis vouloir parler d'amour avant de parler de monnaie. Et depuis, dans l'album précédent, puis dans celui-là, on sent que l'argent, c'est un thème que tu développes, dont tu parles justement. Là, dans le Cash, tu dis « Je suis pas riche, moi, je suis pauvre avec de l'argent ». Je trouve que cette phrase, elle est hyper forte. C'est quoi ta relation aujourd'hui à l'argent? Qu'est-ce que ça représente finalement? Il y a... Effectivement, je l'évoque de plus en plus parce que j'aime bien évoquer l'argent sous le spectre de la réussite, pas de la réussite, de l'accès au bonheur. Il y a une expression en fait d'une chanson de Drake qui m'a beaucoup marqué. L'expression elle dit « Dream money can buy ». C'est-à-dire que, en fait, on ne court pas après de l'argent. En tout cas, moi, pour ma part, je ne cours pas après l'argent. J'aime l'argent comme moyen. Et en fait, j'aime ce à quoi ça m'a pu me faire accéder. Je l'évoquais aussi dans un morceau qui s'appelle « Avoir de l'argent », justement, sur l'album Polaroid d'expérience, où je disais quitter le ghetto définitivement, enterrer tous les gens qu'on aime dignement, réaliser ses projets les plus téméraires, prendre l'avion plus souvent que le RER, tu vois, remettre la lumière dans ma maison d'enfance. En fait, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis rendu compte que alors effectivement, je pouvais me payer des voitures ou des bijoux, etc. Et c'est très bien. Et j'ai vraiment aucune pudeur par rapport à ça. Mais je me rends compte que ça règle des choses qui nous pourrissaient la vie. Quand la vie est compliquée, il y a des choses à cause du manque d'argent qui nous pourrissent encore plus. C'est-à-dire que, par exemple, quand on perd un proche, quand on n'a pas d'argent, le deuil, la misère se rajoute au deuil. C'est-à-dire qu'on a le deuil et on a la misère. Quand j'ai gagné un peu d'argent, on avait toujours des deuils.
mais au moins je pouvais enterrer mes proches dignement. La maison dans laquelle j'ai grandi, moi, à Kinshasa, parce que j'ai grandi dans un bidonville, un quartier populaire, c'est une maison, c'est un quartier où il n'y a pas d'électricité. Et enfin, les gens, ils sont très heureux et tout, mais on n'a pas d'électricité. Et je sais pas, je me rappelle un jour, la tante qui m'a élevé m'a dit, tu sais, on a trouvé un moyen avec des poteaux pour faire venir l'électricité avec des poteaux, je sais pas, ça coûte, je sais plus, ça coûtait, je crois, $4000. C'est de l'argent, hein, mais en même temps, je me suis dit, à l'échelle d'une vie, alors du coup, quand j'ai déclenché ces travaux-là, ça a coûté $4000, mais ça a changé la vie de gens. Remettre la lumière dans ma maison d'enfance. Et je me suis dit, waouh, en fait, des fois, c'est pas... Là, c'est pas des bling-bling, c'était juste de la lumière, en fait. C'est juste de la lumière. Et ça tient à ça. Et du coup, j'aime en parler par rapport à ça, parce que je crois que ça règle aussi beaucoup de frustration. Moi, il y a des épisodes de ma vie qui ont été ratés à cause du manque d'argent. L'amour était là, l'intention était là, la passion était là, mais le manque d'argent a fait que j'ai dû passer mon tour. Après, ça m'a forgé aussi. Je le regrette pas parce que c'est ça qui forge aussi un homme ou une femme. Mais effectivement, finalement, quand je parle d'argent, ben c'est finalement dans le prisme des rêves et de l'amour. En fait, j'ai l'impression que plus on en a manqué, plus on en parle de l'argent. Ouais. Et du coup, en t'écoutant, je me suis posé cette question. Je me suis dit, bien sûr qu'on peut cesser d'être pauvre, mais est-ce qu'on peut un jour cesser d'avoir été pauvre ? Moi, j'ai l'impression que non. C'est ça qu'il y a dans la ligne que tu as citée. Moi, j'ai l'impression de ne pas être riche, je suis pauvre avec de l'argent. C'est-à-dire que même quand j'en ai gagné, même quand j'en gagne, je vois bien que il me manque encore les codes de ceux qui en ont toujours eu. C'est-à-dire que j'ai une autre ligne que j'ai mis dans un morceau, mais peut-être qu'elle n'est pas sortie, où je disais, j'ai encore des réflexes de pauvre, ce que je gagne, je le compte en SMIC. C'est-à-dire que, en fait, moi, quand je gagne 50 000 €, je dis, alors en SMIC, ça fait... Ah là là, ça fait waouh. Parce qu'en fait, je le compte par rapport au salaire de ma tante qui faisait des ménages. Voilà, c'est mon standard de pensée. Je ne fais pas exprès de ça, mais voilà, je ne suis pas pauvre, je suis riche avec de l'argent. C'est ça, par exemple, qui fait, par exemple, que ceux qui ont gagné de l'argent tard dans leur vie ont des problèmes avec la fiscalité, ont des problèmes avec les placements. Parce qu'en fait, on n'est pas habitué à ça. Demandez à la large majorité des rappeurs qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs premières avances, la plupart. Ou alors ils ont donné un peu à leur maman ou à leur papa, mais finalement on les dilapide. On les dilapide pas et souvent on nous reproche « Ouais, mais tu sais pas utiliser ton argent. » Non, on les dilapide parce que la frustration. C'est-à-dire que quand on a été enfant de médecin et de quelqu'un qui est dans une situation plutôt confortable, ce que je valide, que je ne juge pas, hein, mon fils est dans une situation confortable grâce à ma situation à moi. Donc c'est pas du tout un problème. Mais le jour où on touche... un gros salaire et tout, ça ne nous impressionne pas. On a du recul, on a de la hauteur par rapport à ça. Nous, c'est frontal, c'est brutal. Et oui, ça peut nous dérégler, parce qu'effectivement, ce n'est pas notre règlement habituel. Là, tu parlais de ton fils. Il est de plus en plus présent, à la fois dans tes textes et puis dans tes clips aussi. Ouais. Et il est même au centre de la pochette de ton dernier album. Et justement, je te propose de regarder ton clip Solar Pleur, dans lequel le héros, finalement, c'est pas toi, c'est Malik. Solar Pleur. Pour moi, Paris n'était qu'une escale. J'annonce le tarif, reste calme. Les plaquettes reviennent d'Espagne, mes couples viennent de l'espace. Je touche jamais la coco, on touche jamais mes propos, on touche jamais mes potos. Viens toucher, ça fait popo. Je suis génération d'espo, la France un pays d'escrocs. Ils ont volé nos œuvres d'art, les ont mis dans leurs expos. Malcolm X comme le facteur, 1 million de détracteurs. Je connais mes classiques par cœur. Quand Satan rit, Solar pleure. Bon, Youssoupha, il est dingue ce clip. J'adore. En fait, ouais, j'adore. Je ne l'avais pas revu. Pourtant, il est récent, mais c'était tellement prenant de travailler dessus que j'avais pas pris la peine de le revoir. Une fois qu'il est sorti, les gens se l'ont approprié, ont beaucoup apprécié. J'ai presque jamais eu autant de retours sur un clip à moi. Et en fait, il dit, ouais, non, ça, je suis content. Ce qui est fou, c'est que c'est à la fois la promo de ton nouvel album et puis un hommage au rap français. Ouais. Tu rends hommage à 9 grands albums du rap français. Comment tu as fait ta sélection ? Ça a été difficile ou est-ce que les 9 albums se sont imposés d'eux-mêmes ? Le rap français propose une palette quand même. Maintenant, on commence à être un genre musical très riche. Et j'en ai mis 9, mais j'aurais pu en mettre 29, 39. Et il fallait trouver, alors...
les pochettes emblématiques que les gens allaient pouvoir reconnaître en 10 secondes, parce qu'en fait, le clip va très, très vite. Et puis, je vais pas mentir aussi, il y avait une question aussi d'oseille, parce qu'il y a des couves qui sont beaucoup plus difficiles à reproduire que d'autres. Par exemple, l'école du micro d'argent d'Ayam, les chevaux, on n'aurait pas pu les avoir. Donc, mais voilà, ça donne un très beau résultat. Je suis très fier, et je suis très fier de mon fils. On parlait de ton fils, justement, donc c'est la star de ce morceau-là. Et puis, tu lui dédies un morceau dans ton album, ça s'appelle Mon Roi. Je te propose qu'on en écoute quelques mesures. Avec plaisir. Prends soin de ta maman, c'est sûr qu'elle t'aime plus que moi. Elle connaît par cœur ta peinture, je connais même pas ton âge. C'est en toi que je crois. Je sais que t'es le plus grand d'entre nous, c'est pour ça que je t'ai appelé mon roi. Sache que le pire ennemi de l'amour, c'est la peur. Toi t'es courageux justement parce que parfois tu pleures. C'est ceux qui n'ouvrent pas leur cœur qui sont les plus peureux. N'essaie pas d'être parfait, essaie d'être heureux. Moi, Youssoupha, ce morceau, il m'a beaucoup ému. Et c'est un euphémisme quand je le dis. Il m'a vraiment beaucoup touché. Et tu l'adresses à ton fils, tu lui parles pendant 2 minutes, 3 minutes. Mais en même temps, en l'écoutant, je me suis demandé à qui tu t'adressais vraiment. À lui, bien sûr. J'ai l'impression que tu pourrais tout autant te parler à toi-même ou parler à tout le monde. Et en fait, la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est en parlant aux enfants qu'on est le plus universel ? T'es fort. T'es fort parce que... t'appuies là où ça se passe. À la base, c'est vrai que c'est un morceau dans son intention que je voulais écrire à mon fils, enfin que j'écris à mon fils. Mais je me suis rendu compte, en l'écrivant, au bout de 4, 5, 6 mesures, dans l'intention, que je parlais à plus de fils et de filles que seulement Malik, parce que finalement, ça s'adresse à des ados, à des jeunes adultes, à des petits, et peut-être même que je me parle à moi-même aussi. Et en fait, c'est un morceau, Mon Roi, c'est un morceau décomplexé. C'est-à-dire que je commence vite en disant je vais faire genre, je suis philosophe, alors que je suis grave bourré en boîte de nuit. C'est-à-dire que et au fait, quand j'écris ça, je me dis waouh, on est tous imparfaits. On est tous imparfaits, on s'exige tous les uns les autres à la perfection, mais en fait, on est tous imparfaits. Comment on le règle, ça ? Comment des gens imparfaits peuvent faire quand même une création et une humanité qui soit belle ? On peut y arriver. Et du coup, je transmets ces valeurs-là, ces valeurs imparfaites à mon fils. Je pensais beaucoup à Renaud, Mistral Gagnant. D'ailleurs, je fais envoyer ce morceau-là, vraiment. Je pensais beaucoup à Renaud, Mistral Gagnant, parce que quand il est poétique, mais il se désacralise. Renaud, c'est pas seulement des beaux mots, les mots sont magnifiques, mais il les dit des fois de manière brute, des fois de manière approximative, des fois, il assume l'imperfection, il assume même les laideurs de la vie. Mon Roi, c'est ça. C'est-à-dire, les laideurs de la vie peuvent faire leur charme. Et beaucoup de gens à qui j'ai commencé à faire écouter ce morceau m'ont transmis cette impression-là, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'au fait, ça appartient pas en vrai à Youssoupha et à Malik, ce titre. Il appartient à tout le monde. Beaucoup de gens ont été très émus et se le sont appropriés immédiatement. Parce que comme tu as dit, le fait quand on transmet, quand on parle aux enfants, quand on leur parle vrai, parce que mine de rien, on aime bien formater notre discours aux enfants. Les enfants, ils comprennent beaucoup plus qu'on le pense. Moi, je l'ai vu avec mon fils. Je lui parle de plus en plus vrai parce que je me suis rendu compte que finalement, le baratin un peu formaté qui me faisait passer pour un bon père le fait pas avancer, en fait. J'ai de la bienveillance et de l'amour pour lui. C'est de ça dont il a besoin. Il n'a pas besoin que je lui arrange et que je lui prémâche les choses. Il a besoin de sincérité. Lui, comme les autres enfants dans le monde, j'imagine. Et du coup, ça m'a aidé à faire un morceau, je pense. Après, je pense qu'il va compter, ce morceau. Pour moi, il compte beaucoup. Alors, ce qui est hyper étrange, c'est que mon fils, il est sur la couve de mon album. Mais au moment où on se parle, il n'a même pas encore écouté le titre. Sa maman non plus. Et du coup, voilà. Du coup, même moi-même encore, je suis dans cette émotion-là, dans ce recul-là. Voilà. C'est un morceau important, mais qui ne m'appartient plus, en fait. Je sais que celui-là, il va appartenir à beaucoup de gens. Bah, tu vois, dans ce morceau, il y a cette punchline. Tant mieux si les meilleurs te traitent de marginal. C'est bien d'être le meilleur, mais c'est meilleur d'être le plus original. Bon, déjà,
masterclass d'écriture. Oh, merci. Merci beaucoup. Et puis moi, cette phrase-là, elle est venue me toucher au cœur. Ouais. Et tu finis le morceau sur cette phrase qu'on a entendue tout à l'heure. Tu dis n'essaye pas d'être parfait, essaye d'être heureux. Toi, Youssoupha, t'es heureux aujourd'hui? Je suis très heureux et très imparfait. J'ai jamais été aussi imparfait, mais... Enfin, c'est écrit là. C'est écrit là. Non, je suis très heureux aujourd'hui. J'ai cette chance-là de faire ce que j'aime, d'avoir une famille qui m'aime, une famille que j'aime, d'être à l'endroit où je suis. J'être très souvent à l'endroit où je suis quand je le veux. Et tu vois, il y avait une punchline de Kerry à l'époque qui disait que je veux que les gens se rappellent que j'ai pas toujours rêvé de la vie que je mène. Et ben moi, quand même, la vie que je mène là, j'en ai rêvé quand même. C'est celle que je voulais. C'est cet enfant-là que je voulais. C'est cette fille-là, Imani, que je voulais. C'est cette épouse-là que je voulais, Gigi. C'est cet album-là que je voulais. C'est cette carrière-là que je voulais. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis à l'endroit où je dois être. Et même ce qui est devant moi encore, ce qui reste à accomplir, c'est exactement le type de challenge que je voulais. C'est-à-dire que je suis heureux, je suis accompli, mais il me reste des choses à accomplir et ce qu'il me reste à accomplir me motive. J'ai encore des moteurs et tout ça. Là. Je peux difficilement me plaindre, vraiment. Donc, jamais été aussi imparfait, mais du coup, jamais été aussi heureux. Yous, ce sera la conclusion de cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation et merci beaucoup pour ce magnifique album, Neptune Terminus. Évidemment, on encourage tout le monde à aller l'écouter. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Toi, t'es courageux justement parce que parfois tu pleures. C'est ceux qui n'ouvrent pas leur cœur qui sont les plus peureux. N'essaie pas d'être parfait, essaie d'être heureux.